Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission réplique face à face. Aujourd'hui, nous recevons un candidat à la présidence de la République pour les prochaines élections qui est Fiyou Ndondoboni, président du parti Orange. Avec lui, nous allons échanger sur sa vision pour un Congo après les élections. Nous allons parler, il va également donner le point de vue du parti Orange par rapport à la machine à voter et la marche du 25 février qu'organise le laïc catholique. Fiyou Ndondoboni, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc c'est comme ça, candidat à la présidence de la République pour les prochaines élections. Le parti a fait son choix, il a fait une proposition, il a certainement observé le profil de la personne qui est en face de vous. Et compte tenu du profil, l'expérience professionnelle, la formation, mon savoir-être, savoir-faire, attitude, la manière de gérer, tout ce que je gérais jusqu'à ce jour, le parti, après avoir analysé également la classe politique congolaise, les comportements des uns et des autres, le parti s'est prononcé là-dessus et a fait une proposition, me demandant, et il a lancé, disant que je dois être le candidat du parti. Par quel moyen? Congrès? Non, il y a un comité national du parti qui a fonctionné, c'est l'organe le plus élevé au stade actuel. Oui. Cet organe s'est réuni, a statué, l'organe a levé l'option. Et voilà, je suis le candidat du parti. C'est un rapport avec les statuts du parti ou bien ce sont les hauts cadres du parti qui décident? Non, c'est conformément au parti, au statut du parti. Donc ce sont les hauts cadres qui décident? C'est conformément au statut. C'est ce que je dis, ce sont les hauts cadres qui décident. Oui, mais ce sont les membres de cet organe qui ont décidé. Donc si les membres de cet organe sont des hauts cadres, ce sont les hauts cadres. Si les membres de cette... c'est la représentation des différents territoires ou secteurs qui sont censés prendre part, participer dans cet organe. Donc dans le parti Orange, on ne parle pas de congrès? Non, nous n'avons pas ce concept de congrès. Nous parlons de la convention nationale. La première convention nationale, selon nos statuts, devait être organisée après l'installation du parti sur toute l'étendue de la République. Il y a quelques provinces où le parti n'est pas encore installé. Voilà pourquoi l'organe le plus élevé pour l'instant, c'est le comité national. Le comité national réunit le directoire national, c'est-à-dire la gestion quotidienne du parti, le président et toute l'équipe, ainsi que les différentes représentations au niveau provincial et de région. Ce sont toutes ces personnes qui se sont rassemblées, constituant cet organe et qui a statué là-dessus. Vous êtes choisi parce que vous êtes président ou bien parce que vous avez une certaine popularité, soit parce que c'est vous qui financez ces partis? Ils ont observé certainement le profil, et ils se sont dit que je suis l'homme de la situation. Quel profil professionnel? Tout le profil professionnel, formation et autres, tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis architecte de formation. J'ai un master en transformation sociale. Et sur le plan professionnel, après mes études, j'ai été consultant pour plusieurs projets Banque mondiale. J'ai été cadre de direction dans une multinationale, le groupe Barty. Et je suis sorti comme directeur. J'avais le budget annuel que je gérais qui variait autour de 15 à 25 millions l'an. Donc ce sont des budgets qui dépassent beaucoup de ministères parce qu'on a des ministères qui gèrent 1 million, 1,5 million. Mais pas le budget de l'État. C'est pas un budget de l'État, c'est une multinationale et nous avons correctement géré. Je défendais ce budget chaque année auprès de différents actionnaires, différents gestionnaires de l'entreprise. Et ils ont certainement vu mon intégrité, mon dévouement pour servir l'autre, toutes ces choses. Voilà, ils ont fait le choix. Il n'y a pas eu de détournement? Jamais. Et ils ont fait le choix sur ma modeste personne. Il y a d'autres paramètres sur le plan politique. Je ne suis pas un conflictuel. Certainement, l'expérience de la réconciliation, je fais au niveau des rassemblements. Et la manière dont je m'adresse à la population, les discours que je tiens, tout en disant toute la vérité, mais sans aller dans des considérations, des insultes et autres. Je crois que c'est l'ensemble de toutes ces choses. Mais vous n'êtes plus le bienvenu, vous êtes du RASOP, mais vous n'êtes plus le bienvenu au RASOP limité. Non, en tout cas, vous avez claqué la porte avec Olenga Nkoyi et consort. Le parti Orange n'a aucun problème avec qui que ce soit, particulièrement limité, parce que
Nous n'avons pas de problème là-bas. Nous sommes membres encore jusqu'à nouvel ordre là-bas. Donc vous avez claqué la porte nous n'avons pas claqué la porte, seulement nous sommes pour créer votre rassemblement de Kasavubu. Nous ne sommes pas membres du rassemblement Kasavubu et je vous signale que quand l'équipe de Kasavubu a levé l'option de quitter, et j'ai été sollicité pour le gouvernement de Tchibala, mais j'ai refusé de prendre part à ce gouvernement. Parce qu'on vous sollicitait un petit ministère? Non, ce n'est pas question de ministère, c'est une question de vision. Nous avions une vision pour cette nation. Les rassemblements avaient un objectif qu'ils poursuivaient. Et juste au moment où nous sommes arrivés à la fin, ce qui s'est passé, ça s'appelle tout simplement fragiliser l'équipe. Donc il ne faut pas fragiliser l'équipe quand vous êtes à l'atterrissage. Nos amis ont fragilisé l'équipe. Ils ont pris l'option de faire ce qu'ils ont fait. Jamais Fiyun de Ndoboni n'a jamais fait ça. Donc Fiyun de Ndoboni a refusé et resté à côté de la population pour continuer dans la lutte pour la vraie alternance. C'est tout à fait normal. Vous avez accepté après réflexion. C'est tout à fait normal. Nous étions un groupe, nous étions ensemble. Nous travaillions ensemble. Et toutes ces personnes, aujourd'hui le président du Sensa, c'était lui qui avait modéré les grands meetings du président Etienne Tshisekedi. Donc, c'était une personne qui bénéficiait. Alors, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Dans quelle plateforme? Nous sommes Rassemblement, Limité, par rapport à la vision, par rapport aux objectifs que nous poursuivons. Mais au-delà de ça, nous sommes Orange. Nous sommes un parti politique. Nous travaillons pour faire asseoir notre identité en tant que parti. Parce que les rassemblements, dans les jours qui viennent, s'ils se transforment, par exemple, en plateforme électorale, ceux qui ne seront pas d'accord par rapport à la vision du choix qui vont être faits, il y aura d'autres histoires qui vont se créer par rapport aux élections. Le rassemblement a été créé pour un objectif bien précis, afin d'obtenir l'alternance que nous recherchons jusqu'aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, nous conservons cette vision. Parce que l'objectif du RASOP a raté, parce que ça a été créé pour l'alternance 2017-2018. Je dirais plutôt que cet objectif est en train de se poursuivre. La lutte continue. Il y a eu des traîtrises pendant la marche. Il y a eu des personnes qui ont fragilisé justement l'équipe. Mais évidemment, la lutte continue. Il y a toujours un reste. Donc aujourd'hui, après toute chose, il y a toujours un reste qui est là, qui continue à conserver, à garder la vision pour l'avenir. Donc aujourd'hui, vous êtes au Rassemblement Limité avec Félix Tshisekedi. Comme vous l'affirmez, donc nous partageons la même façon de penser jusqu'aujourd'hui. Apparemment, nous ne vous voyons plus dans leur réunion. La chose la plus importante, c'est pas être présent dans la réunion, c'est la conviction. Ceux qui étaient là présents tous les jours, ils ont trahi. N'est-ce pas? La chose la plus importante, c'est la conviction. Qu'est-ce qui justifie votre participation, ou bien dire que vous êtes membre? Mon discours, mes attitudes, les actions que nous menons, ça confirme tout. La sagesse, ce sont les œuvres qui justifient toutes ces choses-là. Ce n'est pas tout ce qu'on peut raconter, la présence d'une personne à telle ou telle réunion. De toute façon, dans un groupe, il y a toujours 3 catégories de personnes. Ceux qui conservent la vision, les opportunistes et le traître. Transition sans Kabila, vous êtes dans cette logique? La logique du parti Orange, c'était que le chef de l'État devait démissionner. Et nous avons dit au cas où il ne démissionnerait pas, il assumerait toutes les responsabilités de ses actions. Par conséquent, cela, il assume toutes les responsabilités parce que c'est l'ensemble de tout un peuple qui s'est mobilisé autour de l'Église pour dire non à tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, et puis vous avez suivi Jean-Marc Abound qui a parlé de la collaboration entre l'Église catholique et l'opposition. Vous êtes dans cette logique de marche de laïcs catholiques? De marche, c'est une expression démocratique. L'Église exprime. Du reste, l'Église aujourd'hui, l'Église est constituée de qui? C'est l'ensemble de la population qui se retrouve à l'Église. Tous les problèmes qu'a la population, qui vit au quotidien tous ces problèmes, c'est l'Église. Au niveau de l'Église catholique, au niveau de l'Église protestante, au niveau de l'Église de réveil, ce sont nos encadreurs spirituels qui vivent cette réalité jour après jour. Et c'est eux qui connaissent le vrai problème. C'est eux qui connaissent la souffrance réelle de ce peuple. Et quand une église, aujourd'hui, l'église catholique, dans sa vision, dans son rôle social, s'élève pour dire non à une façon de faire, en le faisant d'une manière constitutionnelle, je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Parce que manifester pacifiquement, ce n'est pas une infraction que l'on commet. C'est un devoir, c'est un droit qu'on est censé exercer et que le pouvoir public
a la responsabilité de protéger, de sécuriser. Donc l'Église n'est que dans sa vision, n'est que dans son rôle, et il revient justement au pouvoir public de sécuriser les différentes actions qui sont censées. Il n'y a pas d'autres moyens, d'autres propositions pour exiger soit le respect de l'accord de Non, la Constitution offre ce moyen. Parmi ce moyen, il y a de marches pacifiques. Ce sont des moyens constitutionnels qui sont garantis par la loi. Brûler les pneus dans les rues? Je ne pense pas que l'Église donne les instructions aux gens de brûler le pneu. L'Église a fait des communications claires par le biais du comité laïque, la manière dont chaque fidèle devait se comporter. Et je pense que c'est ce qui est officiel. Tout le reste, ça n'engage pas certainement l'Église, ça n'engage pas. Mais vous donnerez raison au pouvoir en place qui interdit ces marches lorsque un des cadres de l'opposition qui dit l'Église catholique offre l'espace et l'opposition vient avec ses membres assister à des messes et puis marcher. Bon, c'est une déclaration qui n'engage que cette personne-là. En ce que je sache, l'Église, quand elle passe ses appels à l'Église, il y a l'opposition, il y a la majorité, tout le monde. Du reste, le problème de la souffrance de notre peuple, ça concerne la population, même ceux qui sont à la majorité, seulement parce qu'ils ne peuvent pas dire. Ils sont dans un système comme un parti-État là-bas, ils ne peuvent rien dire. Mais ils souffrent. Ils ont des gens dans leur famille qui souffrent. Ces gens-là sont dans la population. Ces gens-là vont dans les églises. L'Église, c'est l'ensemble de la population. Donc vous confirmez que l'Église catholique vous donne l'espace pour marcher? Non, l'Église ne donne pas l'espace pour marcher. L'Église mène ses actions dans le sens de sa responsabilité. Et au sein de cette Église, il y a tous les membres qui se retrouvent là. Donc, il ne faut pas dire ici que ce sont des plans montés, stratégies, où l'Église dit nous allons amener autant, les partis politiques vont amener autant. Mais les partis politiques sont libres avec leurs fidèles. Si le parti mobilise ses fidèles à aller prier, il n'y a pas de problème. Ils vont aller prier dans une église pour marcher, exprimer leur mécontentement d'une situation donnée. Mais faire une déclaration de la répartition de parts, ça n'engage que la personne qui l'a dite. Et moi, je n'assume pas cette déclaration. Donc, pour ce 25 février, Fiyou Ndondogoni, parti Orange, va marcher. C'est une expression démocratique. Je ne vois pas en quoi je peux me dire non de le faire parce que la démarche est positive. Mais vous êtes protestant, vous n'êtes pas catholique. Je suis chrétien, je suis protestant, c'est vrai. Mais l'Église protestante n'est pas dans cette logique. Je suis un chrétien né de nouveau. Vous savez, dans l'Église. Donc vous confirmez que l'Église protestante n'est pas dans la logique des marches? Je ne confirme rien. Ils ont un porte-parole, ils ont un président national. L'Église est censée faire sa déclaration seule. Vous comprenez? Comme l'Église catholique a fait sa déclaration. Dans ce que je sache, il y a des organisations protestantes qui soutiennent les activités de catholiques. Donc ici, ce n'est même pas une affaire de catholiques ou protestants, mais c'est une affaire de la nation congolaise. C'est une affaire de tout un peuple qui se levait au travers un leadership et ils sont en train d'avancer de manière à ce qu'ils obtiennent la transformation de leur nation, de bâtir un nouveau devenir pour leur nation. Le thème de cette marche, c'est mettre fin à la dictature. Vous pensez que la République démocratique du Congo n'est pas réellement démocratique? Mais parce que quand on empêche, rien que par un discours d'un gouverneur, qu'il n'y aura pas de marche, plus de marche dans ce pays. Vous pensez vraiment que c'est la démocratie? C'est la dictature. C'est la dictature. Lorsqu'on vous autorise aussi, vous passez, vous brûlez les sièges de partis politiques, vous pensez que c'est la démocratie? Bon, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Donc vous comprenez que l'État a raison. Mais si l'État également, si l'État n'est pas à mesure, si l'État à mesure n'est pas à mesure de démontrer que telle personne a fait ou n'a pas fait, c'est la responsabilité de qui? L'État doit assumer. Mais déjà c'est consommé, donc l'État doit être derrière les gens après avoir commis des... L'État a la responsabilité de sécuriser. L'État a l'obligation, la responsabilité de sécuriser le personne et le bien. Il doit jouer ce rôle, l'État. Vous comprenez? L'État est censé garantir... Donc c'est-à-dire si on vous autorise, il faudrait que le policier soit derrière vous pour vous dicter toujours avec toute conscience. L'opposition ne peut pas aussi respecter l'ordre établi. Nous n'encourageons pas toutes les infractions ou tout acte qui n'est pas constitutionnel ou tout acte de violation de droits de qui que ce soit.
Nous ne pouvons pas encourager cela. Et nous ne pouvons pas accepter. En tant que responsable, on ne peut pas encourager ce genre de pratiques. Mais la responsabilité de l'État est d'encadrer toute manifestation publique ou toute manifestation, toute marche. C'est la responsabilité de l'État d'encadrer. Donc il ne faut pas dire empêcher, parce que la Constitution garantit cela. Et refuser, c'est de la dictature. C'est tout à fait normal. Quand vous vous mettez d'accord pour faire quelque chose, vous ne le faites pas, vous faites le contraire, c'est quoi? Vous comprenez? Il y a un seul discours, une seule personne, un groupe de gens qui décident sur l'ensemble de tout un peuple, sur la destinée de tout un peuple et de la mauvaise manière. C'est quoi? Vous allez appeler ça quoi? Les gens sont en train de pleurer, de souffrir tous les jours, mais une insensibilité indescriptible. Vous allez appeler ça quoi? Mais heureusement, il y a toujours une fin. Heureusement, il y a toujours une fin. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Est-ce que vous vous préparez? Vous êtes candidat à la présidence. Est-ce que vous vous préparez pour ces élections? Effectivement, le parti n'a pas fait cette déclaration pour rien. Croyez-vous vraiment que le parti Orange, avec tout le sérieux qu'il se prend, il fasse une déclaration pour s'amuser? Ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour obtenir un résultat. Un résultat et pas le moindre. Ce n'est pas pour s'amuser. Les élections le 23 décembre. Effectivement. Avec la machine à voter. Une machine que nous allons chercher la certification. Et voilà pourquoi nous sommes dans la logique avec les catholiques, parce que nous avons fait la même... Toujours derrière les catholiques. Pas toujours derrière. Nous avons fait notre analyse. Nous avons levé une option. Nous avons constaté que l'Église a fait la même déclaration. Il faut certifier. Vous savez, quand vous allez avec une personne qui veut faire le forcing, vous avez suivi le président de la SNI, un organe en qui nous faisons nullement confiance, mais nous sommes obligés d'aller et nous allons renverser leur façon de voir dans cette forcing qu'ils sont en train de faire. Nous allons renverser cela. Donc c'est dans cette logique que nous avons dit, nous prenons les dispositions appropriées de manière à ce que nous puissions surmonter cette montagne. Et nous allons surmonter la montagne. Nous allons le faire. Donc quand quelqu'un vous emmène sur un terrain d'un forcing, le président de la CENI a dit, sans machine à voter, il revient dans le nombre de jours pour prolonger encore les choses. On a dit, ok, nous allons faire certifier. Nous avons un groupe d'experts. Je crois que si pas la semaine prochaine, l'autre semaine, nous allons challenger la CENI. Nous avons des experts à nous. Nous allons challenger, on va leur poser des questions, on va vérifier. Mais la certification dont il est question ici, ce n'est pas prendre un échantillon de quelques machines. Ce n'est pas ça. C'est identifier l'ensemble de machines qui devront être déployées. Et chaque machine contrôlée, c'est la même machine qui est censée aller à l'endroit destiné. Et en principe, dans chaque machine, on devrait être à mesure d'intégrer les données appropriées pour le votant de ces coins-là. En principe, on devrait arriver à cette réalité, de manière à ce que tous les plans de la tricherie qu'ils sont en train de mettre en place échouent. Nous ne pouvons pas accepter au stade actuel, avec notre identité que nous avons, le positionnement que nous avons, c'est que le monde attend de nous, le rôle que nous sommes censés jouer en Afrique et au travers le monde, nous continuons à tourner en rond parce que nous sommes dans un environnement où les personnes n'ont pas la volonté de changer le devenir de tout un peuple. Nous n'allons pas accepter. Et voilà, ça va vite, hein? C'est dans quelques mois. Décembre, c'est dans quelques mois. Et c'est au mois de décembre, les choses vont changer. La dernière mission que nous avons eue avec vous, vous rejetez cette machine à voter, vous l'avez même traité la machine à tricher. Est-ce que vous avez aujourd'hui là, vous parlez de la certification, vous soutenez la proposition de la SENCO, donc est-ce que vous avez déjà vu cette machine? Je ne soutiens, la proposition de la SENCO est la même avec la nôtre. Nous avons fait une déclaration, nos analyses, la SENCO a fait la sienne, nous sommes alignés de la même manière. Nous allons challenger toute cette réalité quand nous allons être en contact avec la CENI. Nous savons comment fonctionne cette machine parce qu'il y a des personnes, nous avons vu, nous avons envoyé, nous avons vu, nous savons comment ça fonctionne. Nous allons challenger la CENI à ce propos. Donc, à ce niveau-là, il faudra absolument qu'il y ait cette certification. Donc, vous allez aussi appeler vos partenaires du rassemblement d'accepter ce que la SENCO a dit, je ne ferai pas un appel à qui que ce soit. Je parle ici en tant que parti Orange. Je ne ferai pas un appel à qui que ce soit. Je pense que nous sommes dans une situation où nous avons un groupe de gens qui veulent faire le forcing
pour se maintenir pour toujours au pouvoir. Puisqu'ils sont dans la logique du forcé, nous allons entrer dans leur logique et dans leur logique, nous allons mettre un plan en place pour les renverser dans leur logique. Parce qu'on va gagner ces élections dans leur logique. Et c'est comme ça qu'il y aura alternance effectivement mais là, dans leur puisque vous êtes au rassemblement, vous pouvez aussi voir l'UDPS, Félix Tshisekedi ou bien Kabound, évidemment voir, les échanges, le G7 qui dit déjà sans Moïse Katumbi ne peut pas participer. Les échanges se font d'une manière ou d'une autre. Les échanges se font, les discussions avec les uns et les autres se font. Mais nous n'allons pas faire une démarche. Il revient, parce que la diversité là, des points de vue, c'est ce qui constitue la force. Moi, je peux dire, ok, l'autre dit non, mais dans son non, il va m'aider à découvrir une autre faiblesse. Vous n'avez plus peur de la tricherie à travers cette machine? C'est pourquoi nous prenons des dispositions pour que cette tricherie soit dévoilée et ne réussisse pas. Et du reste, ça ne réussira pas. Bon, je reviens avec votre profil comme candidat à la présidence de la République, choisi par son parti Orange. Avec quelle vision? Quel plan de société que la population peut aujourd'hui accepter de donner sa confiance à Fiyondondo Boni? Vous devez savoir d'une manière générale, le parti Orange a un rêve, a une vision. La vision générale, c'est que le rêve du Congolais devienne une réalité et que chacun croit à son devenir et au devenir de cette nation. Le rêve du Congolais. Quand vous voyez les comportements de chaque Congolais, la vie de chaque Congolais dans la ville de Kinshasa, chacun vit dans une certaine incertitude. Il y a un noir qui plane. Le devenir n'est pas clair. Et ça, c'est la faiblesse. Et chaque Congolais est désespéré par rapport à son devenir. Voilà pourquoi nous bâtissons notre vision sur l'espoir qui devra revenir. Alors, dans notre projet de société, il y a 3 axes importants sur lesquels nous allons nous atteler. Mais quel est l'état actuel de la situation congolaise? L'homme qui est censé produire a été chosifié. C'est cet homme-là qu'il faut restaurer. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. La restauration de l'homme congolais totalement chosifié. Aujourd'hui, regarde le fonctionnaire, regarde l'enseignant, regarde telle chose. Il faut restaurer cet homme-là. Il y a tout un plan de restauration, ne vous en faites pas. Il faut restaurer cet homme pour que cet homme soit à mesure de produire. Deuxième dimension de choses, il faut créer le cadre d'épanouissement de cet homme-là. Cet homme, comment devrait-il se faire soigner? Aujourd'hui, si nous voyons l'environnement, personne ne sait se faire soigner correctement. Personne ne sait se loger correctement. Personne ne peut vivre dans un environnement décent. Personne ne peut avoir une situation sécuritaire qu'il faut. Personne ne peut étudier comme il se faut. Il y a toutes sortes de réalités qui existent. Donc, il faut créer ces cadres d'épanouissement avec le principe clair qui puisse faire à ce que chacun puisse se développer dans ces cadres d'épanouissement et s'épanouir. Troisième dimension de choses, c'est la chose la plus importante, une des choses importantes, c'est le restaurer l'essence d'honneur, de la dignité et du prestige national. Les Congos, nous sommes descendus trop bas. Tout le monde se moque de nous. Le grand Congo d'autrefois est devenu le plus bas de tous. Sur 487 pays au monde, nous sommes 186e, avant-dernier du monde. Chose inadmissible, en contradiction avec tout ce que nous avons comme richesse, tout ce que nous avons comme bien dans ce pays. Mais nous sommes avant-dernier du monde. Alors, il faut restaurer l'essence d'honneur de la dignité de notre nation. Quand un Congolais apparaît quelque part, il soit bénéficiaire d'un grand respect. Je vais y arriver. Il soit bénéficiaire d'un grand respect. Vous comprenez? Il soit bénéficiaire d'un grand respect. Et ça, c'est au niveau de l'armée, police, diplomatie, toutes ces choses, nous allons le faire. Comment y arriver? Avant de vous expliquer comment y arriver, il faut savoir qui est le Congo. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes une grande nation, nous sommes un grand peuple. Dieu nous a établis potentiellement riches. Et ce sont ces richesses que nous devons être à mesure de les transformer. Je veux te dire comment on va les transformer. Et vous devez savoir, par rapport à la dimension de nos ressources, d'abord en nous, tels que nous sommes, à nous. La transformation en nous en énergie électrique, nous avons la capacité aujourd'hui de produire plus de 100 000 mégawatts ici en RDC. Mais qu'est-ce que nous en produisions? À peine 1,2%. Toujours dans le secteur de l'eau, nous avons la possibilité de faire l'irrigation de plus ou moins 4 à 7 millions de terres. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne faisons que 0,2.
Alors, si nous allons dans les secteurs de l'hydrocarbure, aujourd'hui, nous avons la capacité de produire plus de 850 km² de secteur hydrocarbure, mais jusqu'à présent, nous n'en produisons que 0,7. Si nous allons dans les gaz, de secteur de gaz naturel, nous avons la possibilité de produire plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Aujourd'hui, on peut le produire 53% de notre côté, 47% du côté du Rwanda. Mais nous n'en produisons rien de notre côté, il y a le Rwanda qui le fait. Si nous prenons des secteurs de minerais, le minerai, il n'y a même pas de statistiques parce que c'est un scandale et il n'y a pas de statistiques là-dessus. Si nous allons du secteur de la forêt, nous avons plus de 1 300 km² de forêt qui représentent plus ou moins 2 fois la France. Mais nous n'exploitons dans le développement que 10%. Si nous allons dans les secteurs de la pêche, nos lacs ont la possibilité de produire plus de 700 000 tonnes de poissons l'an. 700 000 tonnes représentent plus ou moins 35 millions de cartons de piodi de 20 kilos que nous sommes à mesure de produire chaque année. Mais aujourd'hui, nous n'en produisons rien. Rien qu'à voir ce profil-là, nous avons la possibilité de nous organiser pour bâtir. Alors, comment nous allons nous organiser? Puisque c'est mal géré sur le plan économique, parce qu'il faut côté économique, il faut côté sécuritaire, il faut côté tout ça, il faut organiser. Notre vision est que dans les 2 mandats, le premier mandat, on atteigne une étape. Dans le deuxième mandat, c'est-à-dire 2030, on soit à mesure d'être classé parmi les pays développés. Être classé parmi les pays développés. Il y a des indicateurs qui montrent cela. Mais ce sont des discours que vous présentez. C'est une réalité parce que nous avons toutes les données. Mais si aujourd'hui vous êtes aux affaires, c'est autre chose. Il y a assez d'opposants, beaucoup d'opposants qui ont dit ça et aujourd'hui sont dans les affaires. C'est vraiment regrettable. Tout commence par la planification. Tout commence par la planification. La tête réfléchit et met en place un plan. Nous avons réfléchi, nous avons identifié ce que nous sommes, nous avons un plan que nous allons mettre en place. Aujourd'hui, nous avons à court terme ce que nous appelons les 100 actions prioritaires du Parti Orange. C'est-à-dire, une fois aux affaires, les actions prioritaires qui sont liées rien que dans les décisions politiques, dans l'équilibrage des choses pour que la situation soit stabilisée et chacun revienne dans le minimum de ce droit. Il y a des actions que nous avons à faire dans un bref délai. Dans un bref délai, c'est lié aux décisions politiques, c'est lié à l'équilibrage financier, c'est lié à l'affectation financière, c'est lié tout simplement à l'intégrité et au sérieux de gestion. Il y a une question. Vous n'avez pas peur de dauphin que la majorité présidentielle va présenter? Vous n'avez pas peur de Vital Kamerhe qui s'est déjà également prononcé pour gérer, pour être candidat à la présidence? Vous n'avez pas peur de Félix Tshisekedi? Vous n'avez pas peur de Moïse Katumbi? Vous n'avez pas peur de Martin Fayoulou? Tous ces mondes-là, Fiyou Ndomboni, vous sortez comme ça. Est-ce que on vous connaît? Heureusement, l'histoire nous montre que la plupart des personnes qui ont renversé les situations compliquées, ce sont des personnes qui sont sorties du néant. Je ne fais pas partie de cette génération de personnes. Vous avez cité les noms. Je ne fais pas partie de cette génération de personnes qui pensent qu'il y a une seule voie en dehors de l'évangile, parce qu'il n'y a que Jésus qui est l'unique voie. Mais en dehors de cette option-là, il n'y a qu'une seule voie pour apporter un quelconque changement. Je suis de ceux-là qui sont prêts à sortir de la zone de confort pour transformer le devenir. Tous ces grands-là, les grands noms que vous dites, ils ont commencé quelque part, ils n'inquiètent pas, ils ne font pas peur. Parce que la chose la plus importante, je sais ce que je suis en train de faire, j'ai la conviction, je sais en qui j'écris et je travaille pour transformer le devenir. Est-ce que vous êtes connu, vous pensez avoir une certaine opinion au sein de la population? L'opinion s'est bâtie. L'opinion se bâtit, ça peut se bâtir en une journée. Qui connaissait David quand il a renversé Goliath? Mais après l'avoir renversé, on a même commencé à chanter 10 000 pour David et 1000 pour Saoul. Vous comprenez? Qui les connaissait? C'est la grandeur de défi en face de nous, la manière dont nous allons renverser ces montagnes et ces défis qui feront de nous des grands hommes. Et nous allons renverser ce défi. C'est comme ça tout le monde saura
qu'une part de l'histoire sera écrite. Et si les dauphins, nous allons renverser. Les candidats de la majorité présidentielle, c'est la personne la plus faible qui puisse exister. De la majorité présidentielle. C'est la personne la plus faible. Si c'est Matata Ponyo. Je vous dis, les dauphins de la majorité, c'est la personne la plus faible. Si Obé Minako. Citez n'importe quel nom, mais c'est la personne la plus faible. Vous êtes sûr? Convaincu, rassuré. C'est la personne la plus faible. Parce qu'il ne bénéficie en rien du crédit de la population. En rien. Vous savez, avant les élections de 2011, on disait ça de Joseph Kabila. Il est vomi par la population. Il est absolument nul. Il n'est rien. Mais il a battu Étienne Tshisekedi. C'est le passé, l'opposant historique. Nous n'allons plus revenir sur les contentieux. En 2006, face à Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, Igwe, mais c'est toujours Joseph Kabila. Aujourd'hui également, il ne faut pas minimiser ton adversaire. Je ne minimise pas, mais c'est une réalité. Qui dans ces pays peut encore voter pour cette majorité? À part quelques animateurs qui sont là pour sauver un peu l'image que l'on voit dans les réseaux sociaux. Qui, même eux-mêmes au plus profond de leur cœur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne présente pas les dauphins maintenant? Parce que si on le présente, ça va s'éclater là-bas. Si on le présente maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des décisions du genre, s'il faut démissionner, il faut démissionner 3 mois avant? Parce qu'ils savent, s'ils osent présenter, ça va être la débandade là-bas. Les gens sont là pour les intérêts égoïstes et personnels. Ils ne sont pas là par amour ou par conviction. Ils le savent. Ils me suivent à la télé, ils le savent. Qui va les élire? Voilà pourquoi ils tiennent absolument à ce qu'il y ait des possibilités de tricher, chose que nous n'allons pas leur accorder également. Et voilà pourquoi nous saluons l'action des évêques. Ils s'impliquent dans la chose de manière à ce que, comme ils sont suffisamment implantés sur la République, ils vont aider tout le monde avec le témoin et tout ça pour vérifier la réalité qui se fera sur terrain. Voilà pourquoi nous saluons leur action. Donc, aujourd'hui, j'affirme ce que j'ai dit, les dauphins de la majorité, ça sera la personne la plus faible. Et si aujourd'hui, vous pensez avoir une coalition? Orange va lancer sa plateforme, Orange est allié, il va lancer sa plateforme, et quiconque voudra être avec nous, nous allons avancer. Si aujourd'hui, vous êtes sollicité par Moïse Katumbi pour que vous puissiez lui céder, soit allié, vous, Ndoboni, au lieu de postuler, vous donnez votre... Il y a beaucoup de candidats au niveau de l'opposition. Il y en a plusieurs. Je commence d'abord avec... Il y a beaucoup de candidats au niveau de l'opposition. Si l'opposition lève l'option qu'il y ait un candidat unique, nous allons nous asseoir pour l'intérêt de notre peuple. On va lever l'option pour que nous puissions renverser les autres personnes. C'est pas juste une ça pourrait être moi, ça pourrait être lui, ça pourrait être une autre personne. Se prononcer aujourd'hui candidat à la présidence, c'est pas juste une manière de vous vendre, non, et puis demain vous alliez à un candidat? Ça peut être une option, mais je ne pense pas que ça soit le cas. C'est une conviction, et je vous rassure, nous allons sérieusement faire mal. Ça, je vous le rassure. C'est une conviction et nous prenons les dispositions pour y arriver. Est-ce que vous avez aussi des partenaires étrangers? La communauté internationale, cette fameuse communauté internationale qui dicte souvent les candidats présidentiables. Nous sommes dictés par personne. Il n'y a aucune main derrière nous. Mais nous sommes l'ensemble d'une génération. Voilà pourquoi nous parlons du réveil d'une génération. Une génération de jeunes gens, une génération de personnes qui croient en ce que nous sommes en train de faire, qui croient en l'action que nous menons d'une manière commune et qui croient qu'on peut se mettre ensemble, transformer le devenir de cette nation. C'est l'ensemble de cette génération-là qui est en train de travailler, qui va mobiliser tous les moyens pour que nous puissions arriver à surmonter cette montagne. Les moyens, on va les mobiliser. C'est la tête qui réfléchit. Et quand une population croit à un leadership, quand une population croit à une action, quand une population s'engage à changer son devenir, cette population est prête à soutenir ce leadership qui se développe devant elle. Et nous allons arriver. Voilà. Votre message clé, c'est quoi? Fiyou Ndondoboni veut quel Congo
après le 23 décembre? Fiundo Noboni va un Congo prospère, un Congo où chaque monsieur, chaque Congolais, quand il sortira, il est sûr de son devenir. Il croit à son devenir. Il croit qu'il peut éduquer ses enfants. Il croit que ses enfants peuvent grandir normalement. Il peut faire ce qu'il pense, bien qu'il fera des sacrifices, mais il peut bâtir et bâtir ce qu'il rêve. C'est ces Congos-là, je veux, où la justice sera établie, où chaque personne pourra faire ce qu'il veut, où on ne verra plus nos enfants pleurer, où on ne verra plus de personnes tuées d'une manière sommaire, où on ne verra plus nos mamans violées, où on verra les droits de chacun sera respecté, où chaque Congolais pourra manger, où chaque Congolais pourra économiser et envoyer ses enfants étudier à n'importe quel endroit. Et comment c'est ces Congos-là. Ouais, pour vous, comment mettre fin à des crises à répétition? Les mêmes crises politiques reviennent. Après l'indépendance, nous avons vu la même crise. Moïse Tshombe, nous avons vu la crise entre Mobutu et Kasavubu, et nous avons vu la crise avec Mobutu après la naissance de l'UDPS. Il y a eu une crise UDPS avec Mobutu, série 90, vous avez vu, vous avez connu tout ce qui s'est passé avec CNS et consorts, et Mobutu est parti, nous avons vu Mouzé revenir, Mouzé est parti, la crise est revenue avec Joseph Kabila, et 1+4, il y a eu des élections, première élection, deuxième élection, aujourd'hui, la même crise qui a chassé Mobutu est revenue. Pour vous, comment mettre fin à tout ça? Voilà pourquoi nous disons que le chef de l'État, toutes les personnes qui l'entourent, ne l'ont pas aidé à saisir la meilleure opportunité du monde qui s'est présentée devant lui pour qu'il soit cité parmi les grands hommes de ce monde. On ne l'a pas aidé à saisir cette opportunité. S'il avait saisi cette opportunité, aujourd'hui, l'histoire retiendra que le Congo a eu un leadership qui a fait obtenir l'alternance qu'il fallait et que le cycle allait continuer. Pour vous, comment mettre fin à cette crise? Justement, c'est d'abord ce leadership qui s'implémente pour créer cette alternance régulière. C'est la chose la plus importante. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'il n'y a que moi. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a que moi. Et la classe politique devra avoir cette hauteur et comprendre cela. Mais pour que cette classe politique ait cette hauteur et comprenne les choses de cette manière, il faut un leadership qui fasse comprendre cette réalité. Parce qu'en réalité, c'est le nouveau type de leadership qui peut faire asseoir l'ensemble de paramètres fonctionnels de notre pays qui devraient aller dans le sens du développement et du bien-être de tout le monde. Fiundo Noboni, merci d'avoir répondu à notre invitation. La dernière question, c'est une question d'actualité. Vous avez suivi Nikki Haley qui a demandé, je reviens à ça, qui a demandé à ce que la CENI puisse mettre à côté la machine à voter. La CENI a parlé de certaines contraintes réalités. Vous, par rapport à ce que Nikki Haley a dit, vous nous donnez aussi votre point de vue par rapport à la crise entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Ce sera votre dernier mot. Bon, je vais réagir d'abord à vos questions, oui, et puis je dirai un mot à la fin. Par rapport à la déclaration de la représentante des États-Unis aux Nations Unies, elle a dit, parce qu'elle sait, elle connaît plus ou moins la réalité de cette machine-là. Mais je vous ai dit que quand vous avez affaire à un groupe de gens qui veut faire le forcing, il faut entrer dans leur jeu et les renverser dans leur jeu. Et je crois que c'est ce que les évêques ont compris, c'est ce que nous, le Parti Orange, avons compris. Voilà pourquoi nous apportons cette option de la certification de machines. Parce qu'après la déclaration de Madame Haley, tout ça, vous avez suivi la réaction de la CENI. En fait, c'est pour obtenir une prolongation. Nous n'allons pas leur donner l'occasion d'obtenir un jour de plus. On ne va pas leur donner cette occasion-là. C'est dans ce sens que nous avons fait cette déclaration responsable qui est nôtre. Je sais que ça peut être contredit et ça s'est contredit déjà, mais je pense que c'est une des réactions responsables. Par rapport à notre réaction avec la Belgique, nous avons une histoire avec la Belgique. On ne peut pas réfléchir, bâtir un développement dans ces pays sans la Belgique. Il faut bâtir le développement du Congo avec la Belgique. Nous avons une histoire avec la Belgique.
Il y a eu de mauvais moments, il y a eu des temps durs, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. C'est vrai, c'est une réalité. Nous étions blessés en tant que peuple, ça nous a fait mal. Mais nous avons une histoire. C'est comme un enfant qui est né et dont la maman voulait le jeter à sa naissance. Mais que tu le veuilles ou pas, c'est ta maman. Vous comprenez? Nous devons bâtir notre histoire, nous devons bâtir notre avenir avec la Belgique. Ces tensions ici ne valent absolument En 10 rien. secondes, votre dernier message, votre dernier mot pour cette émission. Je dis à la population, je rappelle à notre peuple notre identité. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Notre identité est celle de la grandeur. Nous devons savoir, quelle que soit la médiocrité qui veut nous tirer vers le bas, nous devons rester attachés à notre identité de la grandeur. Et rassurons-nous, du réveil d'une génération, implémenté par le Parti Orange, nous fera atterrir vers notre destinée de la grandeur. Parce qu'ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Que Dieu nous bénisse et notre nation. Merci. Merci beaucoup Fiyundu Ndoboni, président du Parti Orange, qui a répondu à notre invitation. C'est la 3e invitation pour le compte de cette émission Réplique et la première pour cette année 2018. Merci d'accepter toujours nos invitations. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV avec cette émission Réplique face à face. Vous voulez également participer, contactez-nous, le numéro est affiché. Également, suivez-nous via notre YouTube Réplique Siloé TV. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine.